C'est-à-dire que quand un pays n'a pas su gérer son économie, quand il a beaucoup trop dépensé, quand il n'a pas veillé à l'augmentation menaçante de sa dette, eh bien, dans ces conditions-là, très souvent, les marchés financiers dont il se sert pour se financer se ferment et disent non, on ne veut plus prêter à tel pays parce que sa situation et sa gouvernance économique n'est pas satisfaisante et on n'est pas prêt à prendre ce risque. À ce moment-là, le pays fait quoi? Il se tourne vers les prêteurs institutionnels et le prêteur institutionnel de premier choix, c'est le Fonds monétaire international. Mais on n'est pas une banque, donc on ne prête pas de l'argent que nous on va chercher sur les marchés, on prête l'argent des autres États membres. Donc c'est un peu comme une caisse de solidarité. Et quand un pays se trouve dans la difficulté, eh bien, il va emprunter à travers le FMI à tous les autres collègues autour de la table. C'est-à-dire que ce sont les contribuables du reste du monde qui vont venir prêter aux pays en difficulté. Évidemment, tous les contribuables du monde, ce ne sont pas des organismes philanthropiques. Donc, ce qu'ils attendent en contrepartie, c'est que le pays qui n'a pas su gérer son économie ou qui se trouve en difficulté prenne des mesures pour remédier à sa situation. Aide-toi, le ciel t'aidera. Et c'est à ce moment-là que nous, le FMI, on dit, bon, il nous semble qu'il faut lever un peu plus d'impôts sur telle et telle catégorie, ou qu'il faut réduire la dépense publique dans tel domaine, ou qu'il faut prendre telle ou telle mesure structurelle pour que l'économie tourne mieux, pour qu'il y ait plus de fluidité, pour qu'il y ait plus d'accès aux acteurs économiques, pour que ce ne soit pas toujours les titulaires de rente qui conservent l'activité par devers eux. Et ça nous amène à recommander des solutions que les États n'avaient pas été en mesure de prendre ou qui n'avaient pas voulu prendre. Mais ça les a amenés à cette situation de difficulté qui les amène auprès du FMI à dire on n'y arrive pas, il faut que vous nous aidiez à nous en sortir. D'abord, juste un tout petit mot d'histoire, parce que de la même manière qu'on est chacun enraciné dans l'histoire de nos familles et de notre pays, le Fonds monétaire international, il a aussi son histoire. Il a été créé en 1944, juste après la Deuxième Guerre mondiale, à une époque où l'économie mondiale était totalement désorganisée et où des gens de bonne volonté représentant une quarantaine de pays seulement à l'époque avaient décidé qu'il fallait constituer des organisations internationales qui dépassent les clivages nationaux, qui dépassent les souverainetés nationales pour régler des problèmes qui sont des problèmes mondiaux. Et c'est ainsi qu'a été créé le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, les Nations unies et un peu plus tard l'Organisation mondiale du commerce. Et on a appelé le Fonds monétaire international et la Banque mondiale les institutions de Bretton Woods. Parce que tout simplement, les 40 États membres à l'époque se sont installés à Bretton Woods dans le New Hampshire, au nord-est des États-Unis, et ils ont passé 3 mois à travailler pour savoir comment ils allaient constituer cette nouvelle institution et lui donner sa mission. J'en viens donc à la mission du Fonds monétaire international. Sa mission, c'est représentant tous les États membres. Alors au début, ils étaient 40, aujourd'hui ils sont 188. Donc représentant tous les États membres, qui sont tous représentés au sein du conseil d'administration de l'institution. Notre vocation, c'est de participer à la stabilité financière et économique du monde. Ça a pris des formes différentes au fil du temps, parce que tout au début, on était en régime de taux de change qui était fixe, avec des parités fixes, et où le Fonds monétaire international jouait un peu le rôle d'arbitre chaque fois qu'il devait y avoir des variations de parité. Cette fonction-là, elle a beaucoup évolué, parce qu'on n'est plus en régime de taux de change fixe dans la plupart des régions du monde. Il y a beaucoup de régions qui sont en taux de change flottant, où la parité est déterminée par la demande et l'offre, par les opérateurs de marché, et donc le rôle d'arbitre en matière de valeur des devises n'est plus joué par le FMI. En revanche, nous avons aujourd'hui, au fil du temps, évolué vers 3 grands corps de métier, 3 business lines, pour ceux d'entre vous qui êtes en management ou qui utilisez de l'anglais dans vos formations.
Le premier corps de métier, c'est celui qui est probablement le plus traditionnel, c'est ce qu'on appelle la surveillance. C'est-à-dire qu'au moment où un État devient membre du FMI, il s'engage à fournir des chiffres statistiques, des éléments et des données économiques sur son pays, de telle sorte que tous les autres pays membres connaissent la situation économique dans ses meilleurs détails. Et nous, le Fonds monétaire international, on est chargé par les États membres de venir chaque année pour aller inspecter derrière les chiffres, pour aller discuter la politique macroéconomique des États, pour leur demander comment le budget va être utilisé, pour leur demander quel déficit est envisagé, pour discuter du niveau de la dette. Donc ça, c'est un travail qu'on doit à chacun des États membres. C'est-à-dire qu'il y a des équipes du FMI qui vont inspecter l'économie américaine, qui vont inspecter l'économie sénégalaise, qui vont inspecter l'économie rwandaise, qui vont inspecter l'économie chinoise, qui vont inspecter l'économie russe, l'économie française, tous les ans. Et tous les ans, les équipes qui ont fait l'inspection font un rapport qui est ensuite communiqué à tous les États membres. Et si vous avez un sujet d'étude ou un projet de recherche sur un pays donné ou sur une région donnée, vous pouvez parfaitement accéder à ces rapports annuels qu'on appelle les articles 4, parce que c'est en vertu de l'article 4 des statuts du FMI qu'on fait ces études, et vous avez une source d'information de première qualité. En même temps qu'on fait cette surveillance, évidemment, on donne des conseils pratiques chaque fois que les États le souhaitent, et c'est l'activité la plus traditionnelle du FMI. La deuxième activité à laquelle vous faisiez référence, c'est l'activité de prêt. C'est-à-dire que quand un pays n'a pas su gérer son économie, quand il a beaucoup trop dépensé, quand il n'a pas veillé à l'augmentation menaçante de sa dette, eh bien, dans ces conditions-là, très souvent, les marchés financiers dont il se sert pour se financer se ferment et disent non, on ne veut plus prêter à tel pays parce que sa situation et sa gouvernance économique n'est pas satisfaisante et on n'est pas prêt à prendre ce risque. À ce moment-là, le pays fait quoi? Il se tourne vers les prêteurs institutionnels et le prêteur institutionnel de premier choix, c'est le Fonds monétaire international. Mais on n'est pas une banque, donc on ne prête pas de l'argent que nous on va chercher sur les marchés, on prête l'argent des autres États membres. Donc c'est un peu comme une caisse de solidarité. Et quand un pays se trouve dans la difficulté, eh bien, il va emprunter à travers le FMI à tous les autres collègues autour de la table. C'est-à-dire que ce sont les contribuables du reste du monde qui vont venir prêter aux pays en difficulté. Évidemment, tous les contribuables du monde, ce ne sont pas des organismes philanthropiques. Donc, ce qu'ils attendent en contrepartie, c'est que le pays qui n'a pas su gérer son économie ou qui se trouve en difficulté prenne des mesures pour remédier à sa situation. Aide-toi, le ciel t'aidera. Et c'est à ce moment-là que nous, le FMI, on dit, bon, il nous semble qu'il faut lever un peu plus d'impôts sur telle et telle catégorie, ou qu'il faut réduire la dépense publique dans tel domaine, ou qu'il faut prendre telle ou telle mesure structurelle pour que l'économie tourne mieux, pour qu'il y ait plus de fluidité, pour qu'il y ait plus d'accès aux acteurs économiques, pour que ce ne soit pas toujours les titulaires de rente qui conservent l'activité par devers eux. Et ça nous amène à recommander des solutions que les États n'avaient pas été en mesure de prendre ou qui n'avaient pas voulu prendre. Mais ça les a amenés à cette situation de difficulté qui les amène auprès du FMI à dire on n'y arrive pas, il faut que vous nous aidiez à nous en sortir. On ne fait plus de programmes d'ajustement structurel. Ça, c'était dans les années 70-80. On fait maintenant des programmes qui sont des programmes négociés en partenariat avec les États, mais dans lesquels il y a des mesures de discipline. Parce que bien souvent, on se trouve dans des situations budgétaires déraisonnables où les déficits se sont accumulés, la dette aussi, et le pays n'est plus en mesure de faire face à ses obligations. Troisième et dernière activité, j'en finis là, c'est celle qui prospère le plus. Et alors, juste sur la deuxième activité, l'activité de prêt, on a prêté à tous les pays du monde pratiquement. Pas tout à fait, mais en tout cas, à l'origine, le Fonds monétaire international a beaucoup prêté à l'Europe. C'était juste après la Deuxième Guerre mondiale, les pays d'Europe de l'Ouest étaient dévastés, leurs économies étaient à genoux, et les premiers programmes ont été consentis avec la France, avec l'Angleterre, avec l'Italie, etc. Ensuite, on a prêté à un certain nombre de pays africains,
parce qu'il y a eu la période de la décolonisation, de l'émancipation, de l'indépendance, où les économies ont eu besoin de soutien financier. Ensuite, on a prêté en Amérique latine, avec les crises successives financières qu'ont connues le continent. On a prêté beaucoup en Asie, pendant la période du début des années 90, où tous les pays d'Asie se sont trouvés en difficulté. Et puis on a prêté aussi aux pays d'Europe de l'Est, au moment de la chute du mur de Berlin et au moment où les pays périphériques de ce qu'était autrefois l'Union soviétique ont voulu accéder à une économie de marché. Donc on les a aidés dans la transition vers des économies de marché. Et on se trouve à nouveau à prêter à l'Europe, puisqu'elle a vécu la crise financière avec le plus de difficultés depuis 2008. Troisième et dernière activité du FMI, comme ça vous saurez tout sur le FMI, c'est l'activité d'assistance technique, et c'est l'activité qui augmente le plus actuellement, où on fournit à tous ceux des pays qui en ont besoin de l'assistance technique en gestion des finances publiques, en gestion de la dette publique, en organisation de la fiscalité et des services de collecte de l'impôt, en matière d'organisation des marchés monétaires, etc., dans tous les domaines dont on a une bonne expertise. Et je vous indique, pour ceux d'entre vous qui êtes intéressés, qu'on a aussi maintenant des cycles de formation sur la finance publique, sur la soutenabilité de la dette et sur l'élimination graduelle des subventions. Je sais, j'en finis presque, bon, d'accord, qui sont disponibles en ligne et gratuitement sur une plateforme qui est partagée avec les grandes universités comme Harvard, Princeton et autres, et où vous pouvez parfaitement aller pêcher de l'information et aller vous qualifier en gestion des finances publiques. Voilà.